Plongeons dans le monde ludique avec un créateur de jeux. Nous allons parler d'actualité avec Dungeon Academy qui vient de sortir aux éditions Matagot et on va en parler avec celui qui est derrière ce donjon. Il s'agit de Julien Alain. Bonjour Julien. Bonjour. Alors, pour faire une petite présentation, mais on va tout d'abord s'intéresser à vous avant de parler de ce fameux donjon. On peut déjà citer des noms de jeux qui ont une bonne réputation, Titan Race, Gravity Superstar, Checklist, et puis ce Donjon Academy qui vient de sortir. Est-ce que, à la base, avant d'être créateur de jeux, vous êtes joueur, et est-ce que vous êtes joueur depuis votre tendre enfance, ou est-ce que c'est une passion peut-être qui est arrivée que récemment? J'ai joué je sais pas, ado. Je jouais, j'ai eu l'occasion en fait de découvrir les HeroQuest, Seigneur de guerre, la Vallée des Mammouths, ce genre de choses, qui était en fait chez mon père qui du coup me faisait jouer comme ça. Mais sinon, j'ai eu un gros laps de temps où je ne jouais plus aux jeux de société dans ma jeunesse, et je m'y suis remis justement parce que je voulais faire un jeu de société. L'idée de faire un jeu de société est venue avant de jouer, en fait. Alors comment est venue cette idée de faire un jeu de société? Parce que quand on est joueur, on peut très bien comprendre que tout d'un coup, une mécanique nous parle ou un univers nous parle, mais si vous n'étiez plus joueur, comment vous est venue l'idée de faire un jeu? Et j'ai vu bêtement mes petits frères et petits cousins qui passaient beaucoup de temps donc sur les Warhammer, là, les jeux de figurines, et à y jouer très peu, en fait, à beaucoup rêver d'y jouer. Et j'avais fait la même chose quand j'étais ado, et donc j'ai juste eu un flash un jour, aller voir en fait, rêver de leur partie et ne jamais y jouer, de me dire mais en fait à quoi je voulais jouer à cette époque-là, qu'est-ce que j'aurais voulu trouver quand j'étais ado derrière ce jeu en fait où beaucoup de joueurs en fait de jeux de figurines passent du temps à peindre, à rêver les parties, mais à y jouer pas tant que ça. Et en tout cas c'était mon cas. Et donc, à partir de là, je suis parti. Je leur ai posé des questions d'ailleurs à ce frère et ce cousin, et pour savoir eux ce à quoi ils voulaient jouer. Et en fin de compte, j'en ai eu vite plus rien à faire. Je me suis vite approprié ce rêve d'ado. Et voilà, en rentrant chez moi, je suis parti à essayer de faire un jeu. Et heureusement, je me suis dit tiens, on va regarder ce qui se fait. Et en tapant sur les internets, tout ça, je suis tombé sur les gros sites de jeux, dont principalement Trick Track, et je me suis rendu compte qu'il y avait une zone de la création, qu'il y avait plein de jeux qui existaient. Et donc je me suis mis en fait à aller en boutique de jeux et à me remettre à jouer, parce que je ne jouais pas au moment où j'ai voulu la première fois me dire ah tiens, si je faisais un jeu. Donc Voilà. il y a eu quand même une période où on se remet à jouer pour justement tester différentes mécaniques de jeu avant de se dire voilà, maintenant moi c'est ça que je veux faire. Bah surtout, alors malheureusement c'est pas le cheminement de tous les auteurs, c'est-à-dire qu'on croise quand même pas mal d'auteurs de jeux malheureusement qui arrivent avec un jeu qui ont peu vu ce qui se faisait comme jeu moderne. Heureusement, j'ai eu ce réflexe-là de me dire, bah tiens, là j'étais parti sur un jeu de pions abstrait pour mon premier jeu, et en fait de me dire, bah tiens, je vais aller voir ce qui se fait pour juste comparer, voir si ce qu'on fait a un minimum d'originalité, si ça vaut le coup, ou si en fait, plutôt que de faire un jeu, vaut mieux aller en acheter un parce qu'il existe déjà, ce qui aurait pu être le cas. Et donc voilà, de comparer en effet, et de regarder ce qui se fait me paraît moi hyper aussi motivant, parce qu'on compare, on voit quelles sont nos originalités, quelles sont les idées qu'ont eu les autres, et donc ça fait partie du cheminement classique, en tout cas qu'il faut essayer d'avoir, et qu'on ne voit pas forcément, parce que je fais partie d'un groupement d'auteurs de jeux là dans mon coin sur Rennes, le Graal, et en fait on voit aussi des auteurs qui viennent et qui n'ont
viennent nous montrer leur jeu, avoir des retours avant de regarder un peu ce qui existe, ce qui se fait. Alors après, quand on regarde les 4 jeux que j'ai cités, on s'aperçoit quand même qu'on tombe sur 4 jeux avec des mécaniques et des univers complètement différents. Ça veut dire qu'après ce premier jeu, vous avez dit c'est ça que je veux faire, et ça vous a peut-être donné plein d'autres idées pour la suite. C'est pas tant que c'est ça que je veux faire, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, que le milieu de jeux de société était très jeune. Alors c'était il y a quoi? Il y a 8-10 ans, je pense que je pense que la première idée, l'idée de le Flash, c'était il y a 10 ans. Après, le temps d'aboutir à quelque chose qui soit jouable que je peux faire jouer dans un festival, ça m'a mis 2 ans, 2-3 ans peut-être. Mais c'est pas tant de me dire que c'était ça ça que je voulais faire, c'était plus qu'il y avait beaucoup de choses à faire et que ça correspondait plutôt à certaines qualités ou défauts que j'ai. C'est-à-dire que par exemple, je pense qu'il y a besoin d'une bonne capacité d'abstraction pour les règles, pour tout ça, pour le décorréler d'un thème, puis le coller à un thème, puis jouer avec ça. Et puis il faut aussi bien pouvoir prendre les critiques. Et il y en a besoin de critiques vu qu'il y a besoin de faire jouer beaucoup ces jeux et de toujours demander aux gens alors qu'est-ce qui va pas. Et ça fait partie de 2 points qui fonctionnent bien pour pouvoir faire des jeux, je pense. Avant de s'intéresser à ce Dungeon Academy, une dernière petite question sur le choix des illustrateurs. Pour avoir fait une interview de Jib, qui avait illustré Titan Race, et aussi Régis Torres, qui est derrière Dungeon Academy. Est-ce que c'est quelque chose d'important, surtout quand on essaye de faire des jeux avec des thèmes forts, comme c'est le cas pour Titan Race et Dungeon Academy? Alors c'est rigolo que vous trouviez que ce soit des thèmes forts parce que c'est toujours des jeux auxquels j'ai pensé avec très abstraitement moi de mon côté. Donc ça a été plutôt un travail de l'éditeur de trouver l'illustrateur qui correspondra le mieux ou de eux y projeter un univers. D'ailleurs j'aime beaucoup moi travailler avec des éditeurs qui ont cette envie-là. Parce que moi, j'ai un fonctionnement très abstrait. Et comme vous disiez aussi sur le fait que chaque jeu était des univers très différents, pour moi, ils sont assez proches, mine de rien. Titan Race, Gravity et Dungeon Academy, par exemple, Checklist, c'est un peu à côté parce qu'on était 2 dessus. Mais ces 3 jeux-là sont des jeux très inspirés de jeux vidéo. En tout cas, la base de l'idée pour moi était pour Titan Race de faire un Mario Kart en jeu de société, pour Gravity Superstar s'inspirer de Mario Bros, des choses comme ça, et Dungeon Academy des roguelike comme on appelle ça, mais en gros des jeux de donjons avec plein de monstres sur jeux vidéo. Donc c'est vraiment que l'éditeur fait un bon travail en coopération avec l'illustrateur, et que les illustrateurs, en effet, je ne suis pas trop déçu de leur boulot qui est très chouette, qui est très très chouette. Et sur Dungeon Academy, d'ailleurs, il y a eu Henri Kermarek, qui est aussi auteur de jeux, qui s'est occupé de la direction artistique. Donc il y a eu aussi cet intermédiaire-là pour gérer la globalité et faire que ça fasse un tout. Et oui, les illustrateurs apportent beaucoup au jeu, au rendu final, en effet. Henri Kermarek qui est derrière notamment le jeu Peanut Club. J'avais eu la chance également de l'interviewer pour ce jeu. Alors intéressons-nous maintenant à ce Dungeon Academy. Quand on parle Dungeon Academy, on imagine très bien un donjon, une école. Il va falloir passer des diplômes et on se trouve avec ici un jeu qu'on appelle maintenant communément, puisqu'il y en a plein d'autres qui sont sortis, des roll and write, c'est-à-dire qu'on va lancer des dés, et ces dés vont servir, en l'occurrence ici, à traverser des donjons, et donc on a des feuilles de papier où on écrit son chemin. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu le pitch de ce jeu ? Alors, Donjon Academy, l'idée c'est qu'il y a des dés qui vont former un donjon aléatoire qui va changer à chaque fois, donc un peu comme un Buggle si vous voulez. On va secouer plein de dés, hop, ça va faire un donjon de 4 dés sur 4. On va faire 4 étages, donc 4 niveaux de ce donjon-là, où en simultané on va tracer sur notre feuille notre parcours. Donc on va rencontrer des monstres, rencontrer des potions. Et à la fin de chaque étage, il y aura une salle au trésor. Donc si on sera sorti plus ou moins vite, on aura plus ou moins de choix à la salle au trésor, parce que les autres seront passés avant nous, forcément. Et on a chacun un personnage différent, et les monstres, comme tout bon héros, c'est ce qui nous rapporte des points de taper des monstres, donc des points de gloire.
Et il va y avoir voilà des quêtes des objets magiques, tout ça en simultané, en très court et en sur un thème en fait aventure, quelque chose d'un peu rapide, ambiance. On a au final une cœur de jeu qui est au final presque un petit casse-tête. Donc voilà, ça jongle entre ces trois côtés-là. Et j'avais gagné le FLIP, le catégorie divertissement, le Festival ludique international de Partenay, et un concours de créateurs. Et donc il y a 4 ans, j'avais gagné dans ma catégorie avec ce jeu-là qui s'appelait le Donjon ADD à l'époque. Alors on va rajouter des choses, hein, parce que ça pourrait être juste un jeu de rapidité où il faut tracer un chemin, mais il y a d'autres choses qui rajoutent un peu de sel. Le fait que effectivement les dés sont aléatoires, donc ça change, que les joueurs ne voient pas comme ils sont de chaque côté des dés, chacun ne voit pas le rendu de la même manière. Chacun a un personnage avec un pouvoir différent, donc ça rajoute un peu autre chose à cette mécanique, et surtout on peut dire que il y a de la rejouabilité à gogo, puisque on peut faire des dizaines et des dizaines de parties et à chaque fois tomber sur des choses qui sont différentes. Bah, c'est chouette si vous le remarquez, si ça en effet c'est ce qui marque les joueurs parce que c'est vraiment l'objectif de départ. C'était de s'inspirer des jeux vidéo, les roguelikes, qui en fait ont comme en principe d'avoir des donjons aléatoires et à chaque fois changeants. Et donc l'idée c'est qu'à chaque partie on ait vraiment le plaisir et de se dire qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va être derrière, qu'est-ce qui va être au prochain étage en fait. Ça additionné au fait que chaque personnage est différent, a des petits pouvoirs, qu'il y a des trésors et une salle au trésor donc plutôt garnie. Ça laisse pas mal de possibilités. Et ça laissera pas mal de possibilités aussi dans l'avenir, vu que dans la boîte, il y a de la place pour y placer quelques petites extensions. Ce qui est très appréciable pour les joueurs, hein, de savoir qu'un jeu peut évoluer dans le temps. Il y a même ce petit côté jeu de rôle ou jeu de plateau avec figurines, dans le sens où chacun incarne un personnage et chacun a son propre personnage. Et comme il y en a 10 dans la boîte, on peut les tester tous et avoir des sensations différentes à chaque fois. Bah, c'est ce qui a été, ce que j'ai essayé de faire en tout cas au maximum dans le choix des personnages, que ça fasse vraiment, on avait fait une variété entre la pirate qui connaît elle des endroits où si on y passe, on va pouvoir avoir des petits bonus, ceux qui vont avoir des facilités par rapport à certains monstres ou le ninja, etc. Il y a plein de choses différentes et j'espère en effet que les joueurs mettront du temps avant d'avoir fait le tour. Surtout qu'il y a déjà, je parlais d'extension, mais en fait il y a déjà 2 dés variantes dans la boîte de base. Le labyrinthe qui va rajouter des murs et contraindre un peu les joueurs, et le dé boss qui se met au dernier étage pour rajouter un peu de piquant pour l'ultime niveau de chaque partie, avec des gros monstres et des choses un peu fourbes. Et si on veut même se compliquer la chose, il y a une application entièrement gratuite qui sert de timer que l'on peut installer sur une tablette ou un téléphone. Et si jamais on a l'habitude de jouer, on peut raccourcir le temps en fait. C'est-à-dire que vous pouvez commencer avec un temps d'1 minute, mais si vous avez l'habitude et que vous voulez rajouter de la difficulté, vous diminuez ce temps. Ça veut dire qu'il va falloir jouer très très vite. Alors à préciser que le temps est pas là pour comment dire, il est pas tant là pour contraindre les joueurs, plus que pour que les gens ne prennent pas trop de temps. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va vous faire, ce qui va faire que vous allez vous dépêcher, c'est que vous allez chercher à avoir une bonne place pour pouvoir choisir votre trésor en premier. Mais le temps, il est là en fait pour contraindre ceux qui justement seront derniers à la salle au trésor, pour pas qu'ils prennent en fait tout le temps possible et qu'il fasse le tracé parfait. C'est vraiment, c'est pas ça qui va vous stresser tant que ça en fait. Alors comme auteur de jeu, la suite, c'est quoi? Est-ce que vous êtes déjà dans le prochain jeu? Ou est-ce que vous laissez le temps avant de replonger dedans? Non, je me laisse pas le temps. Le nom, il était pour ça. Il y a toujours plein d'idées en vrac et en cours de. Après donc des jeux en cours, il y en a plusieurs. Après des jeux en cours signés, il y en a qu'un seul qui va sortir l'année prochaine si tout se passe bien. Vu qu'il a été signé il y a 2 ans chez Nuts Publishing,
qui font beaucoup de traductions pour l'instant. Mais ils vont faire un peu plus d'édition. Je ne sais pas si vous voyez Nuts. Parfaitement. Ils ont fait Palm Island dernièrement. Ouais, et puis ils ont fait plein d'autres choses. Ils sont à la base plus spécialisés dans les gros jeux de wargame et en fait ils ont découvert qu'ils pouvaient faire autre chose et qu'ils le font très très bien. C'est ça. Et donc ils ont fait surtout de la traduction pour l'instant, donc ils vont faire de l'édition, entre autres avec donc un jeu qui n'a pas de nom pour l'instant, qui sera un jeu d'escarmouche très rapide et très nerveux. Voilà, avec des pions qu'on va tirer au hasard et un tout petit plateau et des pouvoirs mais ça va se jouer parce que jusque là ce que je vous décris c'est très générique. En fait, c'est l'originalité du jeu, c'est que c'est très rapide pour le style de jeu et ça se joue en 20 minutes et voilà, c'est très nerveux. L'escarmouche où il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de mise en place à choisir son armée, tout ça, on y va et vlan quoi. On aura donc l'occasion de reparler de Julien Alain. En tout cas, l'actualité, c'est Dungeon Academy. C'est chez Matago. Ça vient juste de sortir. On peut trouver la boîte aux alentours d'une 30aine d'euros dans les magasins, sur Internet. C'est ça. Voilà, il faut juste se renseigner. Et on vous souhaite une très bonne continuation. Merci pour ce jeu. Je vous rappelle que c'est un jeu que vous pouvez d'ores et déjà trouver. On peut y jouer à partir de 10 ans, donc même avec des enfants, parce que il n'y a pas énormément de texte dessus. On peut jouer jusqu'à 6 joueurs et ce sont des parties qui durent environ une 20aine de minutes. Merci beaucoup Julien et très bonne continuation à vous. Merci à vous. Au revoir.